ولا قدامك. Ça peut pas attendre, tu peux pas laisser pour tout à la fin, dès que je termine. Ah oui, bien sûr, d'accord. Yes, pour rappel. Vous me dites quand c'est prêt, hein. Vous êtes le 14? C'est trop peu. Trop peu. Non, monsieur. On est 32, monsieur. Pourquoi j'ai 14 ici? Je sais plus. Non, je peux commencer donc. Je commence? D'accord. D'accord. Donc, dans cette leçon, on va apprendre à étudier les problèmes d'optimisation sous contrainte. On va apprendre à optimiser une fonction de plusieurs variables, disons régulières, différenciables de classe C1. Et quand la variable x est soumise à une certaine contrainte définie par une fonction, disons g égale g de xy égale 1 ou inférieur égale à 1. Et généralement, la contrainte, elle décrit un ensemble de R2 ou de Rn de forme géométrique simple, un disque ou un rectangle plein ou un triangle, pour pouvoir justement chercher une paramétrisation quand c'est nécessaire, une paramétrisation de son bord. Bon, alors la démarche à suivre quand on est face à un problème d'optimisation sous contrainte est la suivante. Donc, je considère une fonction f définie sur un compact qu'on supposera différenciable. Généralement, elle est de classe 1. Si vous ne voyez pas le compact, donc à vous de déterminer le compact sur lequel vous allez travailler. Généralement, on vous le donne. Et donc, pour déterminer ces extraits de main, on procède comme suit. L'étape 1, donc, on applique le théorème de Weierstrass, qui nous assure, avant toute chose, l'existence de l'extrait main. Si le théorème, vous le connaissez depuis le cours de première année d'analyse. Si vous avez une fonction qui est continue sur un compact, cas de Rennes, je vous rappelle, on est en dimension finie, donc un compact, c'est un terme borné. Alors, elle y est bornée et atteint ses bords, c'est-à-dire qu'elle a max
global et un min global et un max global, atteindre des points de K, donc soit à l'intérieur, soit sur le bord. Voilà, comme je l'ai dit, les extrémas se trouvent dans deux régions différentes, donc soit à l'intérieur de K, puis, ou bien sur la frontière de K. En général, on commence par voir ce qu'il y a, on se place à l'intérieur de K et on va chercher les éventuels extrémums, les éventuels extrémums. Vous savez très bien, depuis le dernier cours, que si on est à l'intérieur c'est un ouvert. Si f atteint un extréma, c'est forcément un extréma local, c'est-à-dire un point lequel le gradient est nul. Voilà. Pensez que les extrémas dans l'intérieur figurent parmi les points critiques, c'est-à-dire les points qui annulent le gradient, ou des points dans lesquels le gradient est nul. Attention, les points trouvés ne sont pas forcément des extrémas. Donc un point critique, un point dans lequel le gradient est nul, est soit un max local, soit un min local, soit un point sel. Il faut faire une étude particulière pour déterminer la nature de chacun de ces points. Ah, si c'est pas demandé, si on ne vous demande pas de préciser la nature locale de chacun des points trouvés, pas besoin. Vous verrez dans un exemple, un futur exemple, qu'il n'est pas nécessaire d'étudier localement la nature du point trouvé. Bon, comme j'ai dit, d'abord on assure l'existence des extrémas, max ou min ou les deux, ça peut dépendre de l'exercice. Et puis on se place à l'intérieur et on commence par annuler le gradient, c'est-à-dire on commence par chercher les points critiques, les points qui annulent le gradient, qui sont des éventuels extrémas. Bon, ensuite on se place sur la frontière et on fait quoi? On cherche les éventuels extrémas là-dessus. Pour cela, on dispose de trois méthodes. Soit la méthode de substitution, qui n'est pas toujours possible ou facile à appliquer, c'est possible quand la contrainte le permet. Par exemple, si vous êtes sur un cercle, vous pouvez remplacer y par racine de 1 moins x2 ou moins racine de 1 moins x2. Et vous étudiez la fonction f de xy, vous remplacez y en termes de x, et toute l'expression de f s'écrit en termes de x, vous étudiez donc la fonction d'une seule variable. Il y a aussi la méthode de paramétrisation, quand c'est possible aussi. Par exemple, encore une fois, si vous êtes sur le cercle, vous pouvez remplacer x par cos t, y par sin t, vous étudiez f en gamma, c'est-à-dire f de cos t sin t. Vous obtenez une fonction en termes de t, une seule variable, facile à étudier. Études classiques, super classiques, niveau secondaire, tableau de variation, dérivés, des flèches, et vous déterminez le max et le min de la fonction objective. Sinon, il y a une autre méthode aussi qui fera l'objet de la prochaine section, la méthode des multiplicateurs de Lagrange. Super facile à appliquer, ça s'applique super bien quand la contrainte est décrite par une égalité. Une égalité, c'est-à-dire vraiment quand on est sur une droite, un contour d'intérieur vide. Voilà. Donc au final, on a quoi? Donc on obtient au final une liste de points, les éventuels candidats. Comme j'ai dit, donc pas besoin de déterminer la nature de ces points. On évalue juste f en chacun de ces points. On compare les valeurs trouvées entre elles, et on détermine, on dégage la plus grande valeur, la plus petite valeur trouvée. C'est terminé. Traitons un exemple. On cherche à maximiser la fonction polynomiale x3, y2 fois 1 moins x moins y quand on est dans le cadran x positif, y positif. J'ai une fonction polynomiale, continue, ce que vous voulez, super régulière. Par contre, la contrainte ici, définie par les inégalités x positif, y positif, c'est-à-dire on est dans le cadran, qui malheureusement il est fermé, oui, mais n'est pas borné. Donc là, on n'est pas sur un compact. Donc on a du mal à appliquer le théorème de Weierstrass. Donc c'est à nous de déterminer ce fameux compact pour but d'appliquer le théorème de Weierstrass pour justement garantir l'existence de tel maximum.
voilà à quoi ressemble la fonction en 3D. Donc, voici le graphe de f. Elle n'est pas terrible. Ici, un aplatissement vraiment large. Hein. Et puis, elle redescend. Donc, le max cherché est quelque part ici. On est en 0, niveau 0 ici. Puis, il redescend par là, de 4 ou 5 côtés. Donc, on ne voit pas grand-chose ici. Mais on sait que le maximum va se situer quelque part ici. Hein, on le sait. Si on regarde le tracé de quelques lignes de niveau, on comprend bien que on arrive à repérer de manière plus précise, hein, de repérer la zone où se situe le maximum, il est quelque part ici. Donc je récapitule, c'est ce qu'on voit ici dans le plan, ici XY, ici c'est X, là c'est Y. Les lignes de niveau, moins 50, moins 20, moins 10, moins 5, hop, ça remonte. Par là aussi, ça remonte. Et par là, ça redescend. Moins 5, moins 10, moins 20, moins 50. Je vous rappelle, on est dans ce cadran, X positif, Y positif. Vous voyez, l'aplatissement, il est quelque part ici, donc autour de 0 ici. Même s'il y a des variations, elles sont faibles. On ne voit pas trop. Mais remarquez que dans cette zone bleue, la courbe, elle est positive. Et à l'extérieur, c'est-à-dire dans cette zone rose, mais toujours à l'extérieur de ce triangle, la fonction, elle est négative. Comment ça? Ben, X positif, regardons l'expression de f. X positif, Y positif, dans ce terme, il est positif. Donc le signe de f, il est imposé par ce terme qui définit l'équation d'une droite, c'est cette droite. L'équation de la droite d'équation 1 moins x moins y égale 0 ou y égale 1 moins x. C'est cette droite. Bien sûr, quand on est en dessous, c'est positif et toute la quantité est positive, c'est-à-dire dans ce triangle, vous voyez, on arrive à limiter la zone dans laquelle la fonction est positive. Ailleurs, certainement, est négative, on le voit très bien. En résumé, donc, le maximum cherché, il est dans cette zone bleue qui est compacte. Donc, graphiquement, on comprend que le gradient, quel gradient, n'importe quoi, que le maximum, il est dans cette zone, c'est-à-dire qu'il est compact. On applique donc le théorème de Weierstrass. La fonction, elle est continue, on est sur un compact, donc le max existe et atteint en des points, peut-être en plusieurs points, hein. Certainement dans la zone bleue, la région bleue, si vous voyez ici. Voilà. Remarquez aussi que le point qu'on cherche à trouver, le maximum qu'on cherche à trouver, il est atteint forcément d'un point intérieur à T, c'est-à-dire il ne peut pas être sur le bord, hein, sur le bord du triangle, ce côté ou l'autre, la fonction vaut 0. Dès que je prends un point autre que 0, vous voyez, f prend une valeur strictement positive. Donc le maximum, il est certainement atteint en un point intérieur à K, donc il n'y a rien sur le bord. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est atteint en un point critique, puisque l'intérieur est un ouvert, d'après le cours précédent. Un maximum sur l'ouvert, il est forcément atteint en un point critique, c'est-à-dire en un point dans lequel le gradient est nul. C'est terminé. Donc j'annule le gradient, voici l'expression du gradient, j'annule ses composantes, j'obtiens ceci. Alors on a besoin de simplifier la première équation par x2, y2, donc il faut s'assurer que xy ne s'annule pas. Pour la deuxième équation, on va devoir simplifier par x3, y. Pareil que tout à l'heure, il faut s'éloigner de 0, de 0, 0. Ces simplifications, on peut très bien les faire parce que x et y sont non nuls. Pourquoi? Parce qu'on est à l'intérieur du triangle, donc on est loin des côtés, donc x et y sont strictement positives. Après simplification, le système se réduit à ça, et il est facile à résoudre. Je regroupe les x et les y, on a un gentil système linéaire, facile à résoudre. On obtient le point 1/2, 1/3, c'est le point noir tout à l'heure, qu'on a vu tout à l'heure sur le graphe. Et il est bien à l'intérieur, dans la zone bleue, c'est-à-dire à l'intérieur du triangle.
Donc, c'est forcément notre maximum. Le seul point critique trouvé, c'est... Donc, pas besoin, il n'est pas nécessaire d'étudier la nature de ce point. Certainement, il va être, avec le test de la matrice hessienne, par exemple, vous verrez que c'est un maximum local. Et c'est plus que ça, il est maximum global. Donc, voilà, comme je disais tout à l'heure, je rappelle que f est nul sur le bord, donc le maximum trouvé, le seul point critique trouvé, c'est un demi-entier, et c'est nécessairement notre maximum. Comme j'ai dit, pas besoin de faire une analyse du point critique. Quoi d'autre? Oui, donc le maximum, c'est 1 sur 4, 432. Vous voyez, c'est très proche de 0. Et ce maximum, il est atteint au point un demi-entier. Petite remarque, même s'il y a plusieurs points critiques, c'est-à-dire des points annulateurs du gradient, encore une fois, il n'est pas nécessaire d'étudier la nature de chacun de ces points. J'évalue f en ces points et je les compare entre elles et je dégage la valeur maximale de f. Voilà. Donc, il se passe quoi quand le maximum n'est pas atteint à l'intérieur du triangle? S'il est, admettons qu'il est atteint en un point du bord, alors on fait comment? Donc, histoire d'annuler le gradient à oublier, il faut faire autre chose. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 3 méthodes. Alors, soit on procède par paramétrisation, ou la méthode de substitution, ou sinon la méthode des multiplicateurs de Lagrange, qui fera l'objet de notre section. Je ne vais pas faire, j'ai pas envie de faire de la théorie. Je vais plutôt étudier un exemple ou deux, plutôt un exemple. Et je vais m'appuyer sur l'intuition physique. Je vais faire une petite expérience, enfin, on va imaginer une expérience. Et suite à cela, on va pouvoir conjecturer et énoncer le théorème des multiplicateurs de Lagrange. D'accord? Voilà. Donc, comme exemple, je prends f, la fonction x2 plus 2y, et on suppose qu'elle est soumise sur la contrainte x2 plus y2 inférieur à 1. La contrainte ici, elle décrit quoi? Elle décrit un disque, c'est le disque unité. On impose aux variables x, y de rester dans le disque unité. On dit qu'on a affaire à un problème d'optimisation lié aux sous-contraintes. La contrainte, elle est soit sous forme d'égalité ou d'inégalité. Pour cet exemple, la contrainte qui est une égalité ou décrite par une égalité, on aurait pu la remplacer par une égalité. Ça ne change rien quant à la généralisation du problème. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il ne va pas y avoir de points critiques. Donc théoriquement, de toute façon, je vais le prouver tout à l'heure, dans un instant. Je vais montrer que le gradient ne s'annule pas. Du coup, en appliquant le terme de Weierstrass, on est sûr, on est certain que l'optimum ou le max et le min sont atteints en des points du bord, c'est-à-dire quand on est sur le cercle. Donc, d'abord, la nature de notre contrainte, la nature topologique. On est dans un disque. Le disque est défini par l'équation G inférieur à 1, c'est-à-dire l'équation l'inégalité, une équation x2 plus y2 inférieur à 1. C'est bien l'équation du disque. Il est fermé, il est borné. Tout le monde sait que c'est défini bien un compact de R2. La fonction est continue, parfois elle est polynomiale. Donc Weierstrass nous dit que le sup et l'inf sont des max et min. Ils sont atteints en des points. Alors pourquoi je précise ici en des points du bord et pas intérieur? Parce que justement le gradient il est non nul. Si calculer le gradient de R, grade f c'est 2x2, vous voyez la deuxième coordonnée, l'ordonnée 2. Et donc ça n'annule jamais. Parce que j'ai 2 ici. Donc on est certain que le max et le min sont atteints en des points frontières à C. Le maximum et le minimum sont atteints sur la frontière des points frontières de C. Graphiquement, voilà à quoi ressemble la fonction x2 plus 2y. Et on va chercher le max sur ce cercle. En fait, le cercle que vous voyez ici, c'est l'image du cercle x2 plus y2 par la fonction f. Donc c'est un cercle déformé qui prend la forme de la surface.
Je ne sais pas si vous voyez le max et le min ici. Moi, je le vois. Si vous avez une réponse, vous la dites. Oui, si on regarde le tracé des, comme j'ai fait tout à l'heure, les lignes de niveau, voilà ce qu'on voit dans R2. Ça, c'est le cercle x2 plus y2 égale à 1. C'est notre contrainte avec le symbole égalité. Et on veut optimiser f restreinte à ça, c'est-à-dire les images des points situés sur ce cercle, le cercle unité. Donc, vous pouvez appliquer, comme je disais tout à l'heure, la méthode de paramétrisation, remplacer x par cos t, y sin t. En chaque point du cercle bleu s'écrit cos t plus sin t, avec t parcourant l'intervalle 0 de pi. Vous étudiez f rond gamma, f de cos t sin t. Vous aurez quoi? Vous aurez cos carré plus, non pas ça, plutôt ça, cos carré t plus 2 sin t, fonction d'une seule variable t. Vous dérivez, vous dressez votre tableau de variation et vous obtenez le max et le min. Sinon, oui, l'objet de la section, c'est les méthodes de multiplicateur de Lagrange. Alors, pour vous expliquer de quoi il s'agit, comme j'ai dit, on va s'appuyer sur un exemple physique, sur l'intuition physique justement, puis après on va conjecturer, donner le théorème de multiplicateur de Lagrange. Alors, imaginez que la contrainte considérée, c'est-à-dire ce disque plein, est une piscine circulaire. Oui, une piscine circulaire remplie d'eau. Et que la surface de l'eau, ça, la zone rose ici, est excitée par, disons, un dispositif électromagnétique, un vibreur à pointe par exemple, qui vient exciter donc la surface de l'eau. Imaginez que le dispositif est quelque part ici, en 0 moins 1, ou ici. On voit donc apparaître quoi, des vagues ou des ondes, une onde circulaire, bidimensionnelle, le V. C'est, si vous voulez, ces courbes de niveau. Ça ressemble un peu à ça. Et que le gradient, il modélise la propagation de l'eau, des crêtes, des ondes circulaires. Imaginons qu'on met un objet flottant ici, c'est la boule jaune ici, objet flottant, donc un objet pas trop lourd, qui tombe pas. Eh bien cet objet va glisser ou se laisser emporter par le champ de gradient. Et se laisse emporter, donc il va, disons, il va suivre cette ligne de champ, par exemple. Il va donc heurter ou se cogner contre le mur de la piscine. Et puis la contre-réaction du mur va remettre l'objet à l'intérieur de la piscine et il va choisir une autre ligne de champ. Pareil que tout à l'heure, donc il va se cogner contre le mur. Et ainsi de suite. Et ça continue donc. On fait couler le temps, on laisse couler le temps et on revient après 1 heure, 24 heures. Et on retourne voir la piscine. Eh bien, on s'aperçoit, on voit que l'objet flottant s'immobilise et il ne bouge plus. Hein. Alors, est-ce que vous pourriez me dire en quel point l'objet flottant se stationne? Vous avez compris l'expérience au moins? À la tangente du cercle, juste فوق بكرة. Ce point, tu veux dire? Oui. Tout à fait. Donc c'est en ce point. L'objet va se trouver ici, et en ce point, il reste immobile, il ne bouge plus. Alors pourquoi? Remarquez aussi que si l'objet flottant, je le mets ici, à l'instant t égale à 0, et je laisse, il va aller droit direct vers ce point. Et il s'arrête. Pourquoi? Parce que le gradient va tout faire pour pousser l'objet flottant vers ce point, et la contre-réaction, c'est-à-dire moins grad G,
on va l'opposer, donc on va essayer, on va tout faire pour le remettre. Et puis l'objet va rester coincé donc, en ce point. Alors, ma question, et la question que je vous pose maintenant, qu'est-ce qu'il a de particulier ce point? Le gradient est perpendiculaire à la tangente. Non, le gradient est toujours orthogonal de toute façon à l'ensemble du niveau. À la Pour tangente f. de la réflexion. Mais les deux vecteurs, on remarque les deux. Alors en violet, c'est le vecteur G, hein, c'est grade G, excusez-moi. Et ça, c'est le niveau 1 de la fonction G. Si je prends ce point, vous voyez, grade G, grade F. Hein. Oui. Grade G égale à grade F. Égal, non, pas forcément égal. Pas forcément égal, presque. Tu y es presque. Ils ont la même direction. Vale. Même direction, voilà, ils sont collinéaires. Voilà, Collinéaires. c'est le principe des méthodes c'est le principe de la méthode des multiplicateurs de Lagrange. C'est quand grade F et grade G pointent dans la même direction. Bon, pas besoin de préciser même sens ou ou de sens opposé. Hein. L'essentiel, ils sont collinéaires, c'est-à-dire il existe lambda tel que grade F égale lambda grade G ou grade G égale lambda grade F. Ça, c'est pour le maximum. Pour le minimum, on doit suivre le champ moins grade F. On doit aller vers l'autre sens. Et c'est ce point qui va être notre minimum. Voilà donc la réponse à la question. En quel point l'objet flottant s'arrête? Eh bien, en les points en lesquels le grade G, le gradient de G, pointe dans la même direction que le grade F, mathématiquement parlant. Cela veut dire qu'il existe un lambda positif ou négatif. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Quand le grade G égale lambda grade F, c'est le principe des multiplicateurs de Lagrange. Et donc, on a besoin de résoudre le système suivant. J'ai un système de 3 équations. Hein. G égale à 1, cos carré plus sin carré égale 1, ou x2 plus y2 égale à 1. Et grade G égale lambda grade F. Ici, vous avez deux équations, en fait. Une portée sur les dérivées partielles par rapport à x, et la deuxième pour les dérivées, sur les dérivées partielles par rapport à y. Alors, voilà ce qu'on obtient. Donc, x2 plus y2 égale à 1. Et grade G, c'est 2x, 2y, puisque G, c'est x2 plus y2. Et puis, lambda grade F, je vous rappelle, c'est x2 plus 2y. Son gradient, c'est 2x2. Donc, au total, on a 3 inconnus. Hein, 3 inconnus avec 3 équations. Voilà ce qu'on obtient. Donc, l'unique solution pour laquelle lambda positif, pour être précis, c'est lambda égale à 1. C'est le point 0, 1. C'est le pôle nord, si vous voulez, du cercle. Et oui. Pourquoi la première équation? Pourquoi G de x, y est égal à 1? Alex, on se place aux bornes. Ben, parce que il faut que je revienne là. Donc, comme j'ai dit, le max et le min, ils sont atteints des points du bord de C. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas de point critique. Pourquoi? Parce que le gradient ne s'annule pas. Mais théoriquement, je sais que le maximum, il est atteint en un point de C. Ça veut dire quoi en un point de C? Alors, soit à l'intérieur, soit sur le bord. À l'intérieur, il n'y a rien. Le grade F est différent de 0. Donc, le maximum qui est garanti par le théorème de Schwartz, il est atteint certainement en un point du bord. Un point du bord, ça veut dire quoi? En un point xy tel que x2 plus y2 est égal à 1. C'est clair? D'accord, merci. Voilà. Donc quoi? Donc le maximum, c'est 2, il est atteint en 0, 1. Pour le min, comme je disais tout à l'heure, on doit suivre donc, le moins grade G. On aboutit au même système d'équations, sauf que cette fois, on impose à lambda d'être négatif strict. Pour la valeur lambda moins 1, on trouve le point 0 moins 1, c'est notre minimum. Et ce minimum, il vaut moins 2. Voilà. C'est le principe des multiplicateurs de Lagrange. Donc j'énonce le résultat. Non, avant le résultat, donc quelques remarques. Si on ne sait pas dans quelle direction pointe le grade G, imaginez une expression compliquée. Hein.
Donc, on ne sait pas dans quelle direction pointe le gradient. On n'a pas à préciser lambda positif ou lambda négatif. On résout normalement notre système pour différentes valeurs lambda. On a un ensemble de points, comme tout à l'heure. On évalue f en chacun de ces points. On dégage la plus grande valeur et la plus petite valeur. On détermine ainsi le max et le min. Pas besoin de préciser lambda positif ou lambda négatif. On aurait pu procéder autrement en cherchant une paramétrisation de la contrainte g égale à 1, que l'on injecte dans l'expression de f. Donc, je pose x égale à cos t, y sin t, t parcourant l'intervalle 0 de pi. F composé avec gamma, c'est cos carré plus 2 sin t. Donc niveau terminal et même avant, hein, même moins, vous dérivez la fonction, vous annulez la dérivée, vous dressez votre tableau de variation, vous trouvez qu'elle est décroissante, puis elle remonte, puis elle redescend. Elle va de 1 vers 2, de 2 vers moins 2, et de moins 2 vers 1. Et les points 2 et moins 2, ce sont le max et le min de f atteints au point t égale à pi sur 2 et 3 pi sur 2, c'est-à-dire les points, encore dans les cartésiennes, 0, 1 et 0, moins 1. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser la méthode de substitution. Hein. Vous remplacez y par racine de 1 moins x2 si y est positif. Si vous êtes dans l'autre moitié du plan, vous posez y égale à moins racine de 1 moins x2. C'est pratiquement la même méthode que celle-ci. Et vous obtenez la même chose. Monsieur, Oui. monsieur, je t'en un exemple, une remarque là. Pour la première remarque, non, je résous normalement le système d'équations. Ici, je n'ai pas à préciser lambda positif, lambda négatif. Je résous, puisque c'est le même système. Même pour, si on décide de choisir moins grade f, c'est-à-dire on cherche les valeurs lambda pour lesquelles j'ai cette égalité. Non, tu oublies cette histoire de signe et de lambda. Tu résous cette équation. Imagine que lambda est une valeur réelle quelconque. J'ai trois inconnus. Tu vas avoir plusieurs valeurs de lambda, de x et de y. Ce qui nous intéresse, c'est les xy. Et pour chaque valeur xy trouvée, tu évalues f en chacun de ces points. Tu compares les valeurs trouvées entre elles. Tu détermines la plus grande valeur ainsi que la plus petite valeur. C'est terminé. Merci. Voilà. Donc, voici le théorème des extrémas liés. On l'appelle aussi le théorème de Lagrange. Donc, la méthode, elle se fonde sur ce théorème. Il dit quoi? Il dit si j'ai deux fonctions de classe C1, de Rn dans R, si la contrainte est définie par une égalité. Égalité ou inégalité, c'est la même chose. Hein. Disons, s'il y a un bord, de toute façon. Quand on est sur le bord, voilà ce qu'on fait. Donc, on applique la méthode de Lagrange. Il dit quoi le théorème? Alors, si la restriction de f à C admet un extrême local en A, généralement on répond à ça avec le théorème de Weierstrass. J'ai une fonction qui est continue sur un compact, alors en latin, C bornes en un point, en des points de C, de la région décrite par la contrainte C. À l'intérieur de C, on sait ce qu'on doit faire. Hein. On annule le gradient, ainsi de suite. Donc, je vais chercher les points critiques à l'intérieur. Si jamais on n'est pas certain, il se peut que le maximum ou le min cherché, il est peut-être ou éventuellement sur le bord. Donc vous allez étudier, donc à tout prix, vous allez étudier le problème d'optimisation sous la contrainte décrite par une égalité. Voilà, donc il faut voir ce qui se passe sur le contour, sur le bord de C. Et donc le mieux, c'est d'appliquer la méthode de la dite de Lagrange. Donc, si vous savez que f atteint un maximum sur le bord, et si grade g est bien sûr est non nul, alors grade f égale lambda grade g. Forcément, lambda, non, le gradient de f, ce point, est forcément collinéaire au gradient au point A. Donc, c'est une condition nécessaire qui n'est pas suffisante. Donc, se peut qu'il y ait des solutions au système, sans qu'il soit à l'extrémum de f. Le réel lambda à trouver s'appelle multiplicateur de Lagrange. Pour ça, on l'appelle méthode des multiplicateurs de Lagrange. La démonstration de ce théorème est basée sur le théorème des fonctions implicites. Donc, je ne vais pas vous embrouiller la tête avec ça. C'est compliqué.
Je suppose que vous avez compris suite à l'exemple que j'ai fait. Quoi d'autre? Oui, comme j'ai dit, donc la condition énoncée est nécessaire mais pas suffisante. Donc il vaut mieux au préalable justifier que f atteint un extrémum en un point de Joubert. Bon, traitons un exemple pour mémoire. Donc on souhaite extrémiser la fonction de trois variables, x2 plus 2y2 plus 3z2 sous la contrainte d'égalité. x2 plus y2 plus z2 égale à 4. Même si on avait inférieur ou égal à 4, de toute façon, si à l'intérieur il n'y a rien, hein, il y a certainement le maximum ou le minimum sont atteints sur le bord, c'est-à-dire quand j'ai égalité. Bon. Alors, j'ai quoi? J'ai deux fonctions qui sont de classe C1. C'est bien le problème type multiplicateur de Lagrange. Là, ça s'applique super bien. J'appelle G, donc la fonction qui définit la contrainte, x2 plus y2 plus z2. F, elle est de classe C1. G aussi pareil, donc le théorème de Weierstrass, ici, on a juste besoin de quoi? De la continuité de F, c'est le cas, c'est un polynôme. Et sur le compact, qui est bien compact ici, c'est la sphère de centre 0, 0, 0 et de rayon 2. Donc le maximum, il est atteint, je ne sais plus ici, on cherche les deux, max et min, enfin je ne sais pas. Ici je parle juste du maximum. Bon, donc pour maximiser f le long de cette courbe, g égale 4, enfin c'est une surface, hein, c'est le niveau 4 de la fonction x2 plus y2 plus z2, c'est-à-dire la sphère. Alors, je fais quoi? J'applique la méthode de multiplicateur de Lagrange. J'écris g égale c ou g égale à 0, c'est pareil. Hein. J'aurais pu mettre moins 4 ici égale à 0. Et puis je résous l'équation grade g égale lambda grade f. Donc grade g c'est 2x, 2y, 2z. Et grade f c'est 2x, 4y et 6z. Voilà, je mets égal lambda grade 2. Donc au total j'ai 1, 2, 3, donc 3 équations, 4 équations au total. Donc, 4 équations avec 4 variables, hein. X, Y et Z bien sûr, et lambda. Un calcul algébrique, donc un calcul algébrique obtient ces 6 solutions. Donc on n'est pas certain quand ces points la fonction atteint un maximum. Théoriquement, je sais que un ou plusieurs de ces points sont des extrêmes. Alors, on fait quoi pour les déterminer? J'évalue f en ces points. Je calcule donc f de 0 plus ou moins 2, je trouve 12. F de moins 2, 0, 0, j'ai 4. Puis f de plus ou moins 2, 0 donne quoi? Je ne sais plus, 8, je crois. Vous voyez, donc la plus grande valeur c'est 12 et la plus petite valeur c'est 4. C'est bien le max et le min, mais avant cela, il faut justifier l'existence de ces extrémas théoriquement en appliquant le théorème de Weierstrass, chose que j'ai faite au tout début, hein, avant que je commence la résolution du système. Donc j'ai la contrainte g égale à 4 décrit bien l'ensemble compact qui est la sphère vers 3, du centre 0 et du rayon 2. Et puis f elle est continue. Donc la restriction de f à la sphère en est bien un max global et un min global. Voilà. C'est tout. Voilà tout. C'est tout, je crois. Voilà. Vos questions? Je vous ai laissé, si vous voulez, des applications. Je vous ai laissé, j'ai posté à comment ça s'appelle, Nedje, je crois. Oui, Nedje. Je lui ai envoyé les 5 ou 6 épreuves des années passées, hein, avec leurs corrigés. Il y a plein d'exemples d'applications, des extrêmement liés, des multiplicateurs de Lagrange. Ils sont bien corrigés, elles sont bien corrigées, hein, toutes les épreuves. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Hein. Voilà tout. Est-ce que vous aurez des questions? Monsieur, Oui.
واش باش نصلحوا مسيو لي زيكزارسيس في اخر كل السيانس اللي فاتت؟ Si tu veux, je t'envoie le corrigé. Et si tu as des questions, tu peux me poser. اي مسيو بربي بعث لنا الكوريكسيون. D'accord. C'est toi qui m'as posé la question tout à l'heure. Enfin, اي مسيو. alors, c'était quoi? De quoi il s'agit? Vas-y, dis-moi. مسيو في الديابو 24 نتاع الديرنيي كور. Ouais, faut que je le trouve. Attends. Est-ce qu'on le voit ici? Partageons ça. نجم تبارتاجي مسيو l'écran. Est-ce qu'il est là? Eh oui, je sais. C'est ce que je fais de toute façon. Ah, c'est toi qui vas partager? Non, c'est... Attends 2 secondes, attends. Je vais le chercher ici, en publication, il est quelque part. Non, plutôt fichier. Fichier, lequel c'est? Analyse de 2? Bon. Oui, c'est ça. Analyse de 2, hein, c'est ça. Donc, je vais cliquer dessus. Oui. Dernier diapo. 24. 24. Oui. Vas-y, dis-moi. مسيو بربي علاش في الاكسبرسيون تاع دي 2 ما عملناش ما زدناش الاكسبرسيون تاع لو برودوي سكالير دو غراديون و x y moins 9 sur 4, x moins 9 sur 4 y moins 3 demi. Tu parles sérieux? Non. Tu parles sérieux? Oui. T'es sérieuse? Nom de Dieu. C'est un point critique, donc c'est un point en lequel le gradient est nul. Ah d'accord, ouais. Il n'y a pas de place, de toute façon, pour le mettre. Regarde. Tout à l'heure, regarde. C'est comme ici, comme pour 0, 0. Tu vois, le gradient, il est nul. Oui, monsieur, ok. Bon. Quoi d'autre? D'autres questions? Vous avez reçu le mail de... Est-ce qu'elle a partagé le mail? Elle est là? Nadia, tu es là? Oui, monsieur. Tu as pas... D'accord. D'accord. D'accord, merci. مسيو بلي كان تنجم تبعث لنا الكوريكسيون تاع ليكزيرسيت هذوما نتاع اخر كور. D'accord. D'accord. L'après-midi. L'après-midi, vous l'aurez, normalement. Monsieur, ميرسي مسيو. Tant pis. Oui. monsieur بلي فما exercice من les exercices اللي بعثتهم لو كان معناها الديترمينان تاع ليسين يقال Quand c'est 0. dégénéré. Quand c'est dégénéré, oui, il faut travailler à la main. Donc, il faut contrôler le signe de la différence f de xy moins f de x0 y0 en perturbant un petit peu la fonction en ce point. Ça veut dire quoi, je perturbe? En 0, 0, par exemple, pour faire simple. Voilà, j'expliquais comment tu fais. Admettons qu'en 0, 0, 0, 0, c'est un point critique d'abord. Et puis, donc, pour l'analyser, pour déterminer sa nature, je fais quoi? Je fais le test de la hessienne. Si jamais la hessienne est dégénérée, c'est-à-dire que son déterminant est nul ou qu'elle admet une des valeurs propres nulles, ça veut dire qu'elle est dégénérée et donc plus moyen de déterminer sa nature comme ça rapidement. Donc je fais quoi? Je reviens, je fais une analyse à la main. Ça veut dire quoi? Je perturbe f en ce point, c'est-à-dire en 0, 0. Je m'éloigne un peu avec un hk, donc 0, 0 plus hk. Donc je reste localement en 0, 0, mais je m'éloigne un tout petit peu de 0, 0. C'est-à-dire 0, 0 plus une petite perturbation hk, et j'évalue f en ce point. À la place de 0, 0, je vais avoir donc f de hk. Tu vois ce que je veux dire? Donc je développe et j'essaie de contrôler, je fais la différence, donc f de hk moins f de 0, 0, et je reste localement tout près de 0, 0, c'est-à-dire hk petit, et j'essaie de contrôler le signe de la différence, de f de hk moins f de 0, 0. D'accord? Par exemple, si tu trouves c'est toujours égal à h2, ça veut dire que c'est toujours positif. Si tu trouves h2 plus k4, c'est toujours positif. Si tu trouves h2 ou hk plus h2, là, ça change de signe. Donc, localement, ça ressemble à un point sel. Tu as compris? Oui, mais c'est à peu près. Voilà.
D'autres questions concernant ce chapitre, ou cette leçon, ou la méthode des multiplicateurs de Lagrange? Vous voyez, facile à appliquer. Bien sûr, il y a une généralisation de ça, et il se peut qu'il y ait plusieurs contraintes, mais c'est compliqué quand même à résoudre. Donc à l'examen, vous aurez certainement un problème de ce type, hein, problème d'optimisation sous contrainte. D'égalité ou d'inégalité, c'est la même chose. De toute façon, à l'intérieur, on se place toujours à l'intérieur, donc comme si on a libéré la variable x, c'est-à-dire on le traite comme si on avait un problème d'optimisation libre. Et sur la contrainte, enfin, quand la contrainte est décrite par une égalité, quand on est sur le contour, un bord, une droite, un segment, on applique soit la paramétrisation, méthode de paramétrisation, quand c'est possible, ou sinon, si les expressions de G et de F sont, surtout de G, hein, elle est compliquée, le mieux c'est d'appliquer la méthode des multiplicateurs de Lagrange. Monsieur, Oui, نسيت ترجع للديابو 13. tout de suite. Vas-y, dis-moi. Monsieur, هني هو السي هو الكومباكت متاعنا هكا ولا؟ Si tu veux, ici je ne précise pas que c'est compact. Ça veut dire que C peut ne pas être compact. Ce qui est bien avec le théorème de Lagrange, une très bonne question. Hein. Mais si théoriquement tu sais que F restreinte à C, à tous C, admet un extrémum en A, ou un extrémum local, alors tu as forcément la collinéarité des vecteurs grade F et grade G. Donc je veux dire, je m'explique. Donc le contour ici peut ne pas être borné. Ici le contour, ou là, hein. Donc cette courbe du niveau, la courbe G égale 1, peut ne pas être fermée. Il se peut qu'on ait une courbe ouverte, hein, qui va de moins l'infini à plus l'infini. En fait, pour être plus correct, c'est quand on cherche les points en lesquels les courbes de niveau sont tangentes. Voilà. Vous voyez, la courbe bleue, qui est la courbe du niveau 1 de la fonction g, est bien tangente à la courbe du niveau, je ne sais plus ici, j'ai pas la valeur du niveau. Disons au niveau 2 ou 3 de la fonction f. C'est pour ça les gradients, ils sont collinéaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont normaux plan tangent. Oui, il y a une explication algébrique derrière tout ça, mais c'est compliqué à assimiler, à digérer. J'ai évité tout ça. Pour ça, j'ai traité un exemple physique, concret, hein, en s'appuyant sur l'intuition physique, on comprend bien la méthode des multiplicateurs de Lagrange. Monsieur, أنا ما فهمتوش علاش باغ اكزومبل في التيوريم خدينا الجي دو اكس y égale à 0. Ah non, c'est la forme standard. Donc si... où le théorème? G égale à 0. De toute façon, on se ramène toujours à cette forme standard. Hein. Si tu me donnes... donne-moi n'importe quelle contrainte. Vas-y, je t'écoute. Exemple concret. x carré plus y2 égale à 1 ou inférieur égal à 1. Non, mais de toute façon, on va traiter le cas de l'égalité. Le cas d'égalité, on va le traiter à part, de toute façon. Tu m'as compris. On se place normalement à l'intérieur, c'est-à-dire on s'éloigne du bord, on fait comme si on allait chercher, on fait comme si on allait chercher un extrémum libre, donc sans aucune contrainte. C'est pareil que dans Rn ou R2, hein, quand on libère la variable, c'est-à-dire on s'éloigne du bord, un point critique, un maximum est forcément atteint en un point critique, c'est-à-dire en un point en lequel le gradient est nul. Étude à part. Puis sur le contour, quand on est sur la frontière, là il faut faire une étude à part. Quand je dis sur la frontière, ça veut dire que je considère que la contrainte est décrite par une égalité. Donc, quoi qu'on fasse, de toute façon, on va y arriver. On va arriver à la contrainte définie par une égalité. Égalité, je dis bien égalité. Et l'égalité égale à 1 ou 2 ou 0, ça ne change rien.
C'est juste une forme. J'aurais pu mettre ici une constante hein, à la place de 0. Tu as compris? Ouais, فهمتك. Donc, x plus y égale à z, c'est comme x plus y moins z égale à 0. X plus y plus z égale à 1, c'est comme x plus y plus z moins 1 égale à 0. Ça ne change rien. De toute façon, même à l'expression de grade g. En fait, la constante, c'est pour définir le niveau. Hein. On remonte ou on redescend. C'est tout. Même pour les contraintes, on a aussi des résultats similaires pour des contraintes avec des inégalités. Et la forme standard, c'est quand c'est inférieur ou égal à 0. Même si le problème nous donne une contrainte avec une autre inégalité, type supérieur ou égal à 1, donc on considère l'opposé de la fonction inférieur ou égal à 0. C'est pareil. كيفاه monsieur? Si on te demande de résoudre, par exemple, d'optimiser une fonction sous la contrainte x2 plus y2 supérieure ou égal à 1, ça veut dire qu'on est à l'extérieur du disque. Je peux réécrire l'inégalité sous la forme moins x2 moins y2 plus 1 inférieur ou égal à 0. Tu as compris? Donc on revient toujours à une forme standard, soit avec une égalité égale à 0, g égale à 0, ou bien avec g inférieur ou égal à 0. Je vais faire ça normalement. Oh là là. Monsieur. Je suis toujours ou j'ai arrêté? Oui. Ah oui, c'est bon. Monsieur, بالله زاد الكور هذا ابعثه لنا merci. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Merci. Je ne manquerai pas. Je ne manquerai pas. Monsieur, Oui. monsieur توا في l'examen منين نبداو الريفيو؟ Les deux dernières leçons, c'est assez. Avec Ah les oui. épreuves, essaie de refaire les épreuves antérieures des années passées. D'accord. معناها C'est نجم غير ما largement assez. نجم السيري الأولى. Non, pas besoin. D'accord, merci. À moins que vous voulez. نعم. لا لا monsieur. Je savais. Je savais. Voilà. Vous voyez, c'est pas trop compliqué. C'est facile. Les titres, ils font peur, mais il n'y a rien de compliqué. Et je vous ai dit, au tout début du semestre, je vous ai dit, la première partie, elle est assez lourde. Et après, vous verrez, c'est trop simple, c'est calculatoire, rien de compliqué. Vous verrez plus d'applications l'année prochaine. Monsieur, Oui. monsieur بلي عندي سؤال. وقت كي عملنا الريزوليوشن بارامتريك بالكوسوسين Oui. مش ترجع للجابور. À vos ordres, colonel. Alors, je suis là. Oui. Oui. مش هنا خلينا خاطر لا كونترانت جي ايكال 1 معناها كان جيت عندي جي ايكال 2 ماهيش معناها الكوسوسين ne vérifie pas. Dans ce cas, tu prends racine de 2 cos t et racine de 2 sin t. اي فوالا معناها خلينا الكوسوسين خاطر عندي اكس كاري بلس y كاري ايكال 1 هكاكا. Bah oui, bien sûr. Bah, tu connais la paramétrisation du filaire. Si je te donne une ellipse, tu vas prendre A cos t plus B sin t. D'accord, merci. Essayez de refaire, de faire l'exercice. Hein. Monsieur, Oui. monsieur, vous serez disponible sur Teams كان عندنا أسئلة. Il faut prendre un rendez-vous. Tu me fixes la date et l'horaire. J'y serai. Hein. Il n'y a aucun souci. Tu me diras le jour et la date justement et l'horaire. J'y serai.
في بالي تقصد مسيو كيفاش يكونتاكتيك، اسكو باغ ميساج نجم نلقاوك ولا باغ ميل ولا كيفاش؟ Comme vous voulez. Par mail ou sur Teams ou sur téléphone. Vous pouvez même m'appeler, aucun souci. Monsieur, Oui. monsieur عندي سؤال ما آخر سؤال والله. Plusieurs questions, vas-y, vas-y. ليه Fais-le آخر comme ça, de toute façon. سؤال صغير monsieur. Sûr? ليه سؤال صغير monsieur في الشابتر اللي قبل هذا. Oui. monsieur كي قلنا احنا من الأول السيني متاع الكيو دو إكس. Attends 2 مدامي secondes, je dois chercher leur fichier. Donc voilà, c'est que je vais trouver. Je reviens ici. Voilà, fichier. Télécharger le fichier. Quelle page? Tu as le numéro de la page? non أما هابش نشوف لحظة برك. Non, pas besoin. أي هو Faut suivre مسحقش avec راه. moi. بباج 15. Page 15. Ça ne marche pas. Page 15. Oui, vas-y. لحظة مش هذه. Celle d'après. non اللي فيها proposition كان الكو بوزيتيف راه مينيموم كان عندي أنا باج 20. باج 20 سامحني باج 20. وي هذيك هي. مسيو تو احنا قلنا وقت الكو بوزيتيف راهو عندي مينيموم هكا ولا لا؟ Oui, 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 c'est bien ça. مسيو كي نقولوا كو إيكال إكس كاري هكا بوزيتيف ولا معناها علاش نقولوا on peut pas conclure. Ah, d'accord, oui, avec x2 seulement. Ouais, bah, j'ai donné un contre-exemple. L'exemple de x2 plus y3 et x2 plus y4, c'est pas pareil. Parce que justement, la forme quadratique, elle est dégénérée. Je l'ai traité, où ça? Oui, là, voilà. Donc avec x2 seulement, je ne peux pas conclure. La preuve. La preuve. Si on s'intéresse à ces deux fonctions, x2 plus y3 et l'autre avec x2 plus y4. Si on développe, si on cherche les DL correspondant en 0, 0 des deux fonctions, et on dégage, que l'on dégage la partie quadratique, la partie qu'on cherche à analyser ou à déterminer son signe, on trouve la même forme quadratique, c'est-à-dire x2. Pour les deux fonctions, hein, dis-toi, pour les deux fonctions, aussi bien pour f que pour g. Et là, j'ai une forme quadratique dégénérée, égale à x2. x2, elle est positive, oui, mais elle n'est pas définie positive. C'est pour ça qu'on rajoute l'adjectif défini positive, pas positive seulement. Tu as compris? C'est-à-dire, on veut, c'est ce que j'ai dit, quand elle n'est pas dégénérée, c'est-à-dire, il faut que j'ai tous les carrés. Je suis en dimension 2, il faut que je trouve deux carrés, x2, et l'autre carré, y2. Si je suis dans R3, il faut que je trouve x2, y2 et z2. Ça veut dire que le rang de la forme quadratique, matriciellement parlant, le rang de la matrice de la forme quadratique, il ne faut pas qu'elle soit dégénérée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle ait une variable une valeur propre nulle. Ça veut dire qu'il faut qu'elle définisse un produit scalaire. Écoute, ne rentre pas trop dans les détails, j'ai donné un exemple. Le mieux, c'est, voilà, cet exemple, il explique tout. Quand j'ai x2, donc j'ai pas le y2, c'est-à-dire j'ai une forme quadratique dégénérée, il manque un carré ici, et quand c'est nul aussi, c'est pareil. Si jamais la forme quadratique est nulle, par exemple, si j'ai y3 et y4 seulement, ici, la forme quadratique, elle est nulle. Tu peux dire que c'est positif aussi. Mais je ne peux pas conclure dans ce cas. Pourquoi? Je remarque bien que 0, 0 est aussi un point celle de f, parce que c'est le y3, bah, tout dépend si on est à droite de 0 dans, quand on est supérieur, c'est-à-dire dans le demi-plan y positif ou le demi-plan y négatif, donc ça change aussi. Alors que pour la fonction g, c'est toujours positif. Qu'on soit à droite dans le plan y positif ou y négatif, on a toujours une quantité qui est positive, vous voyez. Donc la forme quadratique x2 ne nous permet pas de conclure de suite. Tout dépend des exemples. Tu as compris?
Si je complète le carré, si je rajoute le y2, c'est terminé. C'est positif pour les deux. Ça veut dire que mes formes quadratiques associées, ou la forme, c'est la même de toute façon, elle est définie et positive. J'ai mes deux carrés, et dans les deux cas, je peux conclure que j'ai un minimum local. Merci. Ok. Donc faites attention aux appellations définies positives. Ça entraîne la positivité de la forme quadratique, mais pas l'inverse. Positive n'entraîne pas qu'elle est définie positive. Attention. Définie positive, matriciellement parlant, veut dire que les valeurs propres de la matrice en question, la matrice que vous étudiez, elle est définie positive. Ça veut dire que ces valeurs propres sont strictement positives. Toutes ces valeurs propres sont strictement positives. Et vous connaissez ça depuis le cours d'algèbre, normalement. Je crois que j'ai fait un tableau récapitulatif tout à la fin de la leçon. Voilà. Voilà. Tu vois, quand c'est dégénéré, ça explique tout. Quand c'est nul, ben, ça veut dire qu'elle est dégénérée aussi. Là aussi, elle est dégénérée. Hein. J'ai un nombre égal à k de carré, donc inférieur à la dimension n. C'est terminé. Donc, s'il manque un carré, je ne peux plus conclure parce qu'elle est dégénérée. Mais ça reste positif. J'ai des moins, mais le nombre de carrés est inférieur à n. C'est dégénéré. C'est négatif. C'est dégénéré, donc je ne peux pas conclure. Quand est-ce que je peux conclure? Quand il y a tous les carrés, il faut qu'il y ait des plus partout ou des moins partout pour que je puisse conclure, pour pouvoir dire que j'ai soit un minimum local ou un max local. Bien sûr, s'il y a cocktail de signes, des plus et des moins, je peux dire qu'il s'agit d'un point C. Donc matriciellement, ça veut dire que dans ce cas, x1 au carré plus x1, ça veut dire quoi? Que j'ai des valeurs propres strictement positives. Aucune des valeurs propres n'est nulle. Des moins partout, tous les carrés sont présents, ça veut dire que la matrice correspondante ou de la forme quadratique n'admet que des valeurs propres strictement négatives. Voilà. Monsieur, مش قلنا احنا ناخذوا بالماتريس كان كي n égale à 2 ولا معناها حاجة. Non, au contraire, au contraire. Ah non, quand on est en dimension 2, il n'est pas nécessaire de faire un calcul effectif des valeurs propres. Pas besoin. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. Donc, je contrôle juste le signe du déterminant. Quand c'est positif, on va voir la trace. Et quand c'est négatif strict, je dis que j'ai un point cell. Quand c'est nul, ça veut dire que j'ai un point. Ça veut dire que ma forme quadratique est dégénérée. Donc, il faut raisonner autrement. Et vous avez plein d'exemples. Pour le test de la sienne, je répète, puisque théoriquement, ma forme quadratique après réduction, alors par la méthode de Gauss ou par analyse spectrale, c'est-à-dire avec la réduction que vous connaissez depuis le cours d'algèbre, s'écrit ainsi. Vous voyez, elle se simplifie et s'écrit ainsi. Donc quand c'est positif et les valeurs propres sont strictement positives, je peux regrouper les carrés, vous voyez. Et donc j'ai quelque chose de la forme plus 1 carré, plus x2, plus y2. C'est terminé, donc ça ressemble à un bol. Donc si je connais, tant mieux. Si je connais les valeurs propres, bah, tant mieux. Mais il n'est pas nécessaire de connaître les valeurs exactes des valeurs propres. Quand on est en dimension 2, plus besoin. Je contrôle à peine le déterminant ou le signe du déterminant et le signe de la trace. Je conclus, je sais que les valeurs propres vont être strictement positives, par exemple, ou strictement négatives, ou une des valeurs propres est nulle. Chose que je ne peux pas faire en dimension supérieure. Si on est dans R3 ou R4, le signe du déterminant ainsi que le signe de la trace ne nous permettent pas de déterminer le signe des valeurs propres. Tu as compris? Donc on est obligé de faire un calcul effectif des valeurs propres. Obligé. Plus moyen d'échapper. D'accord. Et j'ai bien expliqué ça, je crois, la dernière fois. اللي فهمتك monsieur أما في بالي معناها كان l'ordre n égale à 2 ذاك عليه. Non, non, ça marche justement, ça marche pour en dimension supérieure. C'est pour ça que je vous ai pas énoncé la règle de Mange, je crois, ça s'appelle comme ça, je ne me rappelle plus.
qui est lancé par plusieurs de mes collègues. Ils donnent toujours la forme RT moins S2, que j'aime pas, parce qu'elle est réduite à la dimension 2, justement. C'est vrai que j'ai énoncé le résultat pour n égale 2, mais pas avec RT moins S2. Hein. Je l'ai énoncé en termes de déterminants et de traces pour mettre en œuvre et vous expliquer que c'est le signe des valeurs propres qui importe. Voilà. Avec la règle RT moins S2, vous ne voyez rien, de toute façon. Vous l'appliquez bêtement, sans comprendre l'explication derrière. Les garçons, ils sont où? Personne. Oui, je t'écoute. Monsieur a une question qui face انك نحسب مثلا déterminant تاع الاسين ويطلع زيرو قلنا نمشيو نعملوا فوزيناج بتاع البوان ذاك كي نعمل معناها الفوزيناج وتطلع لي فونكسيون ما نجمش معناها نعرف السيني نتاعها يطلع كومبليكي. Ah, tu es obligé de. Bah, sinon, une autre idée, une autre approche, tu prends des directions. En fait, tu considères des directions. C'est-à-dire, on a un point AB, on a un point AB ou 0, 0, disons, pour faire simple. Tu t'éloignes et tu ne prends pas plus HK. Tu fais plus T fois HK. C'est-à-dire, tu prends HK une direction quelconque et tu ramènes le problème à une seule variable. Tu as compris? Donc, tu n'as plus de variable H et K. C'est en termes de T. C'est-à-dire, tu fixes HK que tu multiplies par T. Tu vas regarder en fait les f de A plus T f d. Tu as compris? Ah oui, monsieur. Voilà, la variable devient T et tu essaies de contrôler le signe facile. Hein. On se ramène une fonction d'une seule variable. D'accord, monsieur, merci. Je ne veux pas vous exposer toutes les méthodes que je connais. Donc ne me décevez pas, je compte sur vous pour cartonner à l'examen. monsieur ما ودي يجيب لنا حاجة باهية توا احنا نعملوا Bah, regarde, tu as jeté un coup d'œil sur les épreuves des années passées. Oui, elles sont faciles. Franchement, elles sont trop faciles, je trouve. Si vous refaites les épreuves des années passées, de toute façon, vous allez corriger, sauf l'épreuve de 2016, je n'ai pas trouvé son corrigé. C'est assez, c'est largement assez. Je ne veux pas vous compliquer la vie, hein, des choses qui vont ressembler à ça. Bon, vous rattrapez une des notes, vous rattrapez la note d'algèbre, par exemple, je ne sais pas. Monsieur, Oui, monsieur a une question. oui, vas-y. monsieur كيفاش نعرفوا ان اكستريموم لوكال هو معناها كيفاش نعرفوا اللي هو اكستريموم جلوبال زاد يعني كي نلقاو ان بوان هو اكستريموم لوكال كيفاش نعرفوا اسكو جلوبال ولا لا Bah, tu es obligé de contrôler le signe de f de xy moins f du point de ton point AB pour xy quelconque, donc pas localement. Ah ok, merci. Comme pour la fonction x2, donc pas celui-là, l'autre. Y2, x2 plus y3, je crois, et x2 plus y4. Alors pour x2 plus y4, l'exemple pour lequel la SIN est dégénérée, tu vois très bien que 0, 0 est un minimum global, hein, parce que f de xy est toujours supérieur à 0, et 0 c'est f de 0, 0. C'est clair, ça saute aux yeux. Mais sinon, tu contrôles le signe de f de xy moins f de 0, 0 pour xy quelconque, hein, pas forcément au voisinage du point. C'est tout.
monsieur سامحني كي تعمل كيما قال سيرين الديفيرونس معناها باش تلقى اون فونكسيون كيفاش Oui. تعرف السي تاعها؟ Oh là là, la même question. On tourne en rond. Ben, je sais pas, il faut faire. Ça dépend tout dépend de l'exercice, hein. Comme pour x2 plus y4, c'est clair qu'elle est positive. هذيك سي كلير monsieur كي Pour تلقى اكس بلس x2, pour x2 plus y3, c'est clair que 0, 0 est sixième point celle. Parce que tu considères des restrictions. Je prends x égale à 0, j'obtiens 0, y3, j'obtiens y3, donc f0, y c'est y3, y3 change de signe. Des fois c'est positif, des fois c'est négatif. Tu vois, tu as un point C, ça ne peut pas être un max global, un minimum global. D'ailleurs, tu as aussi, tu fais tendre x, y vers plus ou moins l'infini. C'est-à-dire que tu regardes si jamais la fonction, elle est coercive, elle vaut l'infini en infini, par exemple. Donc tu sais très bien si elle est continue, et donc tu sais qu'elle a un minimum. Tout dépend de l'exercice. Il n'y a pas une règle qui s'applique à tous les exercices ou à tous les exemples. d'accord monsieur. Je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Donc, pensez à refaire les épreuves des années passées. Notez toutes vos questions. Vous pouvez fixer une date, un jour, et on se reverra. Je pourrai répondre à toutes vos questions. Et c'est tout. Je vous souhaite bonne lecture, bonne révision et bonne chance à l'examen. On se quitte. Je vous laisse. Monsieur, آخر séance, هذه. Tu veux que je fasse quoi? Autre chose? Tu vois un autre Mais- chapitre? C'est assez. Bon, j'ai terminé le cours. De toute façon, le programme, d'habitude, c'est ce que je fais, hein. C'est assez, je trouve. C'est assez. Vous aurez certainement un graphique à lire. Des courbes de niveau, peut-être des gradients à placer, dégager un certain nombre de résultats avec une simple lecture graphique. Il faut comprendre ce que ça veut dire, les lignes de niveau quand elles se rapprochent entre elles, quand elles s'éloignent entre elles. Le signe des dérivées secondes. Vous avez plein d'exemples de toute façon. C'est tout, un problème d'extréma libre, un problème d'extréma lié. C'est tout. Vous ne voulez pas une EDP à résoudre, une équation dérivée partielle? Vous trouvez que c'est compliqué? Si vous maîtrisez bien les équations, c'est compliqué. Donc, on oublie donc. D'accord. Mais bien. D'accord. Bon, ben voilà, je vous laisse. À très bientôt. Tenez-moi au courant si vous voulez qu'on se revoie, hein. Notez bien toutes vos questions. Voilà, à très bientôt donc. Bye bye. Ciao, ciao. Bye. Ciao, ciao. Bye bye. Merci, monsieur. Merci. Merci, monsieur. Monsieur, merci beaucoup.